Bien, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, en particulier mes collègues Anna Maria Colombo et Myriam Carvajal, ainsi que M. Gapani, le directeur de la Haute École de Travail Social. Je tiens à remercier de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc, comme vous le disiez, Myriam Carvajal, j'ai intitulé cette communication « Des intérêts à porter le regard sur le caractère négocié des relations sexuelles contemporaines ». Je vais tout d'abord, dans un premier temps, retracer la genèse de ce concept de sexualité négociée. Je le ferai à partir de l'articulation de deux avancées décisives des analyses de la sexualité humaine depuis un demi-siècle, celles qui sont présentées par les sociologues américains John Gagnon et William Simon, d'une part, et celle qui est présentée par l'anthropologue italienne Paola Taabet, de l'autre. Cette articulation théorique se trouve affectée lorsqu'on envisage une démarche socio-anthropologique qui toujours demande des va-et-vient entre le terrain empirique et les conceptualisations théoriques, se trouve donc affectée par un certain nombre de changements qui sont apparus dans les comportements sexuels depuis une cinquantaine d'années, notamment dans les pays développés. La diffusion de la contraception, la légitimation des relations entre personnes de même sexe, l'apparition du sida puis des multithérapies, et enfin l'avènement d'Internet et son importance jusqu'à présent sans arrêt croissante, en particulier parmi les nouvelles générations. Il faut compter également avec l'évolution du regard des plus jeunes, ceux qui sont nés dans les années 90 et 2000, sur la sexualité, en particulier sur la jalousie, qui est un corollaire de leur appréciation de la sexualité qui est légèrement décalée de celle de leurs aînés. Je prendrai ensuite deux exemples d'enquêtes en France où je piocherai quelques données concernant la sexualité des personnes qui ont été jeunes, d'une part dans les années 90, d'autre part dans les années 2000, pour montrer la pertinence de ce concept sexualité négociée que ma collègue Simila Mayer et moi-même avons théorisé donc en 2013 à la suite d'un colloque qui s'était tenu en 2010 à Lausanne, intitulé Transactions sexuelles et qui était développé par le groupe de travail sociologie des sexualités de l'Association internationale des sociologues de langue française. Mais comme je viens de vous l'indiquer brièvement, il me semble que les enquêtes sur les jeunes qui avaient une vingtaine d'années, 15 à 20 ans dans les années 90 à 2000, ne sont que partiellement extrapolables pour comprendre les jeunes d'aujourd'hui qui développent des représentations de la sexualité et des pratiques assez spécifiques, d'où l'importance de l'enquête qui a été réalisée et qui est présentée aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que comprendre la vie sexuelle dans les années 90 et 2000 des jeunes peut aider à comprendre la pertinence de ce concept de sexualité négociée. Je commence par la présentation théorique. Je suis depuis longtemps convaincu de la pertinence des travaux développés aux États-Unis par John Gagnon et William Simon à partir des années 1970, donc plus de 10 ans avant Michel Foucault, comme le fait pertinemment remarquer le psychosociologue Alain Jamy, alors dans cet ouvrage qui a été traduit en français en 2008, qui s'appelle « Les scripts de la sexualité, essai sur les origines culturelles du désir », donc John Gagnon et William Simon ont donc souligné le caractère socialement construit de la sexualité humaine. Ils l'ont fait à l'encontre de thèses qui circulaient dans les années 50, qui étaient des thèses de la répression sexuelle, qui prétendait que si on supprimait la répression sexuelle, la sexualité parmi les humains se développerait aussi librement que dans le monde animal. John Gagnon et William Simon ont donc élaboré et affiné cette théorie dite des scripts sexuels qui prétend qu'il est particulièrement, qui montre qu'il est particulièrement difficile que se mettent en place des conditions pour que les humains développent des rapports sexuels. Alors, pour imaginer cette théorie, je vais vous lire une petite fiction. Je reprends ici la traduction française de Marie-Hélène Boursier et Alain Jamy dans l'ouvrage que je vous montrais à l'instant. Prenez un homme ordinaire de la classe moyenne, détachez-le de sa situation sociale habituelle et envoyez-le pour raison professionnelle dans un grand hôtel relativement anonyme. En retournant le soir à l'hôtel, il ouvre la porte de sa chambre et là, dans la pénombre, il distingue une femme extrêmement séduisante et presque nue.
on peut tout à fait penser que l'excitation sexuelle ne va pas être sa première réaction. Une petite minorité d'hommes, nous dit John Gagnon, ceux qui sont un peu plus paranoïaques que les autres, vont tout d'abord chercher à identifier les signes de la présence de l'avocat de leur femme ou d'un détective privé. La majorité d'entre eux optera tout simplement pour une retraite embarrassée dans le couloir, précipitée, et même au moment de vérifier le bon numéro de leur chambre, notre homme n'aura sans doute pas de réaction sexuelle. Il retournera plus probablement à la réception pour élucider le problème et utilisera le téléphone qui est affectivement neutre. Dans cette situation, nous dit John Gagnon, il manque un script efficace qui autoriserait cet homme à définir cette femme comme acteur érotique potentiel. Le simple fait qu'elle soit séduisante et presque nue n'est pas suffisant en soi. Et à définir 2, la situation comme potentiellement sexuelle. Si ces 2 éléments définitionnels avaient existé, la suite sexuelle aurait pu être prévue avec quelques vraisemblances. Mais sans un tel script, l'activité sexuelle ou même l'excitation sexuelle ne sont guère probables. Je finis ma citation là. Donc, pour qu'un rapport charnel puisse unir des êtres humains, 2, voire plus, il faut, nous expliquent John Gagnon et William Simon, que ce qu'ils appellent un script sexuel met en concordance simultanément 3 niveaux. Celui qu'ils appellent culturel, on va dire un scénario considéré comme érotique dans un groupe humain donné, interpersonnel, une interaction entre 2 individus ou plus, et intrapsychique, qui s'appelle quelquefois mental, un fantasme excitant. J'y reviendrai en spécifiant les situations récentes, notamment pour les jeunes. Je tiens à vous montrer comment ces niveaux se trouvent en fait en interdépendance, à l'aide d'une métaphore présentée par Gagnon et Simon eux-mêmes, une métaphore avec l'univers des spectacles de théâtre. Je reprends ce même ouvrage, Les scripts de la sexualité, et on y lit les différents niveaux de script interagissent de façon dynamique. À l'interface entre la vie mentale et la culture, là où les matériaux des scénarios culturels sont importés dans les scripts intrapsychiques, l'individu est à la fois le public, le critique et le correcteur. À l'interface entre l'interaction interpersonnelle et la vie mentale, l'individu est un acteur, un critique et le dramaturge. Dans le monde privé de la vie mentale, l'individu agit comme un fabuliste, un mémorialiste, voire un utopiste qui travaille les matériaux de l'interaction et de la culture pour créer des alternatives parfois innovantes par rapport aux scénarios culturels disponibles et aux modèles d'interaction existants. Certains individus tentent de rendre ces nouvelles combinaisons de signification et d'action manifestes en créant de nouvelles formes de culture à travers de nouvelles interactions. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'interface directe entre la culture et l'interaction, c'est la vie mentale et le niveau intrapsychique qui arbitrent l'ensemble. J'y reviendrai. Alors, si on prend quelques exemples des 3 niveaux pour leur donner du corps avec ce qu'on peut savoir de la jeunesse contemporaine, le niveau culturel, c'est-à-dire un scénario considéré comme érotique dans un groupe humain donné, aujourd'hui, par exemple, dans les séries télévisées qu'on regarde bien souvent sur ordinateur, par des jeux médiatisés par Internet. Au Japon se développe même toute une fantasmagorie autour de logiciels, de ce qu'on peut appeler des petits amis virtuels. Le niveau interpersonnel, une ou plusieurs interactions entre 2 individus, interactions qui se développeront ces dernières années de plus en plus à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux sur Internet et plus récemment les applications de smartphone qui peuvent être géolocalisées ou non, Grindr pour les homosexuels, Tinder pour les hétéros, Happen, Adopt et bien d'autres, notamment ce que certains dragueurs et certaines dragueuses appellent leur nouveau terrain de chasse, Facebook, OVS, Couchsurfing, Blablacar, Airbnb, énormément de possibilités sont ouvertes par ces nouveaux réseaux sociaux. Et troisièmement, le niveau intrapsychique. Quelques fantasmes excitants, nés souvent pour les plus jeunes de scènes visionnées sur Internet, et là encore sur smartphone, à travers des sites ou des applications comme Chatroulette, Sextube, YouPorn, Pornhub, etc. Je vais présenter maintenant le second
cadre théorique d'ensemble, celui que propose dès les années 1980 l'anthropologue italienne Paola Tabet dans une perspective dite de féminisme matérialiste. Paola Tabet remarque que dans la plupart des régions du monde, depuis plusieurs siècles, les échanges sexuels entre les femmes et les hommes sont très fortement distingués selon le genre des protagonistes. Pour le dire de façon triviale, depuis plusieurs siècles, les hommes paient pour avoir accès au corps des femmes. Paola Tabet invente un nouveau concept dénommé échange économico-sexuel, à partir duquel elle met en évidence l'existence d'un continuum. À l'encontre de la vision classique qui distingue, un peu comme l'indique Gaël Rubin dans son Cercle enchanté, qui distingue d'un côté la sexualité rémunérée et de l'autre la sexualité gratuite, Paola Tabet souligne que la sexualité n'est jamais gratuite, qu'elle est toujours payante, même si c'est de façon indirecte ou différée, et que le sens de la transaction est quasi immuable. Ce sont les hommes qui paient pour l'accès au corps des femmes. Pour Paola Tabet, la passe de la prostituée et le mariage à vie constituent les bornes d'un continuum, celui de l'échange économico-sexuel. Et toutes les relations sexuelles entre hommes et femmes occupent une place ou une autre sur ce continuum de Paola Tabet, avec cette constante: les hommes paient, les femmes reçoivent de l'argent et elles offrent leur corps en échange. Si les rôles se trouvent ainsi genrés, c'est-à-dire distingués dans la plupart des sociétés humaines entre des rôles de femmes et des rôles d'hommes, on comprend que les cadres culturels désignés par John Gagnon et William Simon se trouvent différenciés dans les romans, les films, les législations, qui parlent par exemple de prostitution, tout comme se trouvent différenciés les contextes d'interaction ainsi que les niveaux intrapsychiques, fantasmes spécifiquement orientés vers une population masculine ou à l'inverse vers une population féminine, puisque comme nous l'avons vu avec ce dernier passage que je vous ai cité de John Gagnon, je le cite, il n'y a pas d'interface directe entre la culture et l'interaction, c'est la vie mentale ou le niveau intrapsychique qui arbitre l'ensemble. Il en est de même pour les cadres culturels, interactionnels et intrapsychiques qui concernent le mariage. Il en est de même pour toutes les formes de rencontres et d'échanges érotiques qui se situent, nous dit Paola Tabet, sur le continuum des échanges économico-sexuels. Voilà pour la présentation des deux cadres théoriques qui servent de substrat à ce concept de sexualité négociée. Avec sa théorie, Paola Tabet souligne la récurrence des rapports de domination qui s'articulent aux différences de genre et à l'inégal accès aux ressources entre les hommes et les femmes. Tout en prenant en compte ces perspectives, le concept de sexualité négociée permet d'envisager d'autres lectures, mieux adaptées, me semble-t-il, aux mutations contemporaines de la sexualité humaine. Il demande pour cela un triple déplacement du regard. Le premier déplacement du regard propose un décentrement par rapport à l'image de la conception entrée dans la perspective féministe matérialiste qui envisage l'échange économico-sexuel comme analyseur des rapports de domination entre hommes et femmes. Alors, l'inégalité entre les sexes est au fondement de cette analyse féministe centrée sur les situations dans lesquelles ce sont les hommes qui rétribuent les services fournis par les femmes. Et par là, il est fondé sur l'hétérosexualité comme institution de pouvoir. Or, on constate de plus en plus que les relations ne s'inscrivent pas nécessairement dans un script hétérosexuel. Et même lorsque tel est le cas, qu'il existe des situations, certes minoritaires mais non négligeables pour autant, dans lesquelles le sens de la transaction tend à s'inverser, par exemple lorsque les femmes de pays à monnaie forte ont des relations amoureuses avec des hommes de pays considérés comme moins développés économiquement, ou simplement lorsque les femmes gagnent plus d'argent que leurs amoureux. On observe par ailleurs des situations érotiques dans lesquelles l'articulation entre sexualité et argent n'est pas l'expression d'un pouvoir ou d'une position de domination. Par ce décentrement, il ne s'agit pas d'occulter les inégalités persistantes entre femmes et hommes, mais de prendre en compte d'autres figures de l'échange et ainsi d'affiner les analyses des modalités de contrainte qui permettent de découvrir, le cas échéant, de nouvelles voies d'émancipation. Le deuxième déplacement du regard invite à élargir la conception de l'économique
qui structurent une relation sexuelle. Bien que l'approche en termes de sexualité négociée puisse porter sur la dimension financière, elle ne se réduit pas nécessairement à celle-ci. Le concept de sexualité négociée invite à intégrer d'une part l'économie affective, d'autre part l'économie de la reconnaissance, dans lesquelles justement la question monétaire peut être tenue à l'écart, voire niée. Dans cette perspective, ce qui est parfois revendiqué comme gratuité doit être interrogé. Dans certaines situations, le coût de la gratuité apparente peut s'avérer considérable, en particulier lorsque l'on est en présence d'un fort déséquilibre économique que l'un ou l'autre des partenaires cherche à masquer. Le troisième déplacement du regard concerne l'acception du terme sexuel lui-même. Le sociologue Émile Durkheim, au début du XXe siècle, nous invitait à ne pas réduire la sexualité à ses manifestations physiques, mais à prendre en compte l'analyse des sentiments, idées et institutions qui confèrent, dit-il, aux relations sexuelles leur forme spécifiquement humaine. Cette invitation entraîne deux corollaires dont il est important de tenir compte. Premièrement, la sexualité n'étant pas réductible au seul caractère épidermique des rapports sexuels, le concept de sexualité négociée permet d'intégrer à l'analyse les phases d'approche ou de séduction qui peuvent parfois être considérées par certains acteurs comme se suffisant à eux-mêmes. Deuxièmement, la sexualité faisant l'objet de contrôles sociaux particulièrement forts, il est important de ne pas négliger l'analyse des pratiques de régulation, autocontrôle, contrôle dans le cadre d'interactions de personnes en situation d'échange, ou encore contrôles institués. Dans ces différentes situations, les protagonistes ont toujours affaire à des négociations. Et ces négociations passent de plus en plus par le truchement d'Internet, les ordinateurs et, plus récemment, les applications de smartphone. On mesure encore mal l'étendue de l'influence d'Internet sur les comportements sexuels. Les sites de rencontres sentimentales sont les plus connus. Ils ont pignon sur rue, mais d'autres sont orientés vers les prestations sexuelles directement tarifées. Ces dernières, sous le nom générique d'escorting, conduisent des populations différentes, principalement issues de classes moyennes, quelquefois des étudiants, des étudiantes, souvent mais pas toujours des personnes dans des situations économiques en voie de déclassement, les conduisent vers de nouvelles modalités d'exercice de la prostitution, dont l'image se trouve alors modifiée. S'ajoutent des myriades de sites qu'on peut dire communautaires. Ceux qui regroupent le plus grand nombre de participants contribuent à asseoir la reconnaissance sociale d'orientation sexuelle auparavant réprouvée. Pensons par exemple à la mouvance dite aujourd'hui LGBT. D'autres concernent des pratiques qu'on peut qualifier d'hétérodoxes, sadomasochisme, relations dites polyamoureuses, échangisme, fétichisme, paraphilies diverses. Par ailleurs, certaines pratiques sexuelles n'existent que sur Internet, où des formes d'exhibition derrière webcam rencontrent de nouvelles formes de voyeurisme devant écran, effeuillage solitaire, ou tournage en différé ou en direct de séquences de pornographie amateur. Si le cinéma traditionnel a pu résister à l'arrivée de la télévision, tel n'est pas le cas des salles de cinéma X, qui n'ont pas résisté, elles, à l'arrivée des cassettes VHS, des DVD, puis d'Internet. La mise au point de techniques de réalité virtuelle grand public et la baisse des tarifs subséquents vont peut-être contribuer à la diffusion de nouvelles formes de sexualité cybernétique. On le sait mal, mais le boom de la diffusion du VHS est directement lié à la pornographie. En sera-t-il de même pour la réalité virtuelle ? Il est difficile de mesurer l'évolution des pratiques marginales. Certaines vont sans doute demeurer dans l'ombre. Mais leur développement via Internet permet aux adeptes, souvent isolés dans des régions éloignées les unes des autres, de se découvrir, se faire connaître, voire d'organiser des manifestations collectives ponctuelles. Internet est propice au développement de pratiques méconnues qui peinent à asseoir leur légitimité. Même lorsque des pratiques sexuelles ne tirent pas profit direct d'Internet, l'existence de sites ou d'applications pour smartphones qui leur sont dédiées contribuent à renforcer leur notoriété, d'autant plus qu'ils sont relayés, d'une part par les médias traditionnels,
la presse, la radio, la télévision, d'autre part sur les sites internet généralistes que développent des pages spécifiques consacrées à la spécialité. La visibilité de toutes ces pratiques hétérodoxes affecte par ricochet la sexualité ordinaire et son appréhension, tant il est vrai qu'en matière de sexualité, plus encore que dans d'autres domaines, il est difficile, chacun cherche sa voie entre des définitions conflictuelles de la bonne sexualité, des bons comportements. Internet étant un truchement qui manipule informations et communications, l'approche de la sexualité en termes de négociation s'y trouve privilégiée. Quelle que soit la forme de relation visée par un site de rencontre, l'une des premières tâches à laquelle l'internaute est confronté consiste à l'invention d'un pseudonyme, parfois suivi du choix d'un avatar et d'une ou plusieurs images, photographies, dont les codes stylistiques dépendent de la politique du site ou de l'application, plus ou moins commerciale, plus ou moins associative, plus ou moins militante dans telle ou telle orientation. Les négociations qui là concernent la présentation de soi commencent donc déjà bien avant une éventuelle rencontre. Que les échanges sur un site ou une application de smartphone soient privés, lus par les seuls interlocuteurs en liaison directe, semi-privés, lus par les participants d'un forum de discussion ou public, avis postés sur des blogs ouverts à tous, les réactions qu'ils suscitent en retour sont des éléments d'appréciation qui seront pris en compte dans la suite des échanges. Et il y a toujours, dans l'ombre, des instances de surveillance. Pour les sites et applications de peu d'envergure, ce sont d'abord les créateurs. Lorsque le site ou l'application prend de l'ampleur, des modérateurs sont recrutés puis formés à ces tâches. Ils interviennent avant tout pour faire respecter les lois du pays en matière de criminalité pédophile, proxénétisme, escroquerie, mais se comportent aussi en entrepreneurs de morale, contribuant à orienter les types de pratiques sexuelles auxquelles le site est dédié, définissant les propos et comportements acceptables pour telle ou telle population. Le caractère économique des échanges sexuels peut être envisagé au strict sens monétaire, de façon directe, comme dans les rapports de prostitution, ou via la rémunération des prestations des acteurs pour les tournages de films pornographiques. La transaction monétaire est moins directe lorsqu'il s'agit de payer pour s'inscrire sur un site de rencontre par petites annonces. Dans certains pays comme la France, l'entreprise qui perçoit cet argent est susceptible d'être accusée pénalement de proxénétisme s'il y avait ensuite des actes sexuels rémunérés. C'est la raison pour laquelle il est impératif que le site contrôle les échanges de façon stricte pour en chasser toute tentative de sexualité vénale. On peut aussi aborder les économies relationnelles de la séduction par le biais de l'analyse des cadeaux offerts, reçus, qu'on peut refuser d'offrir, qu'on peut refuser de recevoir. On attend en général des hommes qu'ils se montrent généreux à l'égard des femmes, mais la dynamique de la relation change lorsque ces dernières prennent l'initiative de certaines dépenses, ou encore lorsque des hommes refusent le rôle traditionnel de galant. Le caractère économique de la transaction se révèle tout autant à travers ses coûts et bénéfices immatériels. La construction d'un capital de masculinité, de virilité ou de féminité, que ceci soit recherché à des fins professionnelles, affectives ou de réassurance personnelle. Il faut aussi compter avec les négociations que développent certains protagonistes impliqués dans des démarches d'entrepreneurs de morale pour faire reconnaître ou au contraire interdire une pratique que doivent prendre en compte et traiter avec les moyens dont ils disposent les agents investis d'une mission de répression. L'ensemble des contextes émergents dans la sexualité contemporaine est marqué par une tension entre d'un côté une sacralisation, un enchantement de la sexualité libre, gratuite, réciproque, don de soi, et de l'autre côté une désacralisation, un désenchantement de différentes formes de rencontres sexuelles, notamment lorsqu'elles sont décrites comme trop explicitement intéressées. Ces tensions invitent les acteurs à se tenir prêts à livrer bataille. En Suisse ou dans d'autres pays, les assistants sexuels cherchent à faire accepter leur activité. Comme dans un registre proche,
ceux qui militent pour la reconnaissance du travail sexuel, les groupes polyamoureux qui parfois cherchent à faire reconnaître la légitimité d'une union de plus de 2 personnes. On comprend donc l'importance de l'analyse des négociations, que la sexualité soit développée dans un contexte professionnel, ou plus souvent sentimental, voire simplement ludique. L'approche en termes de sexualité négociée permet de réunir et confronter des analyses de pratiques qui jusqu'à présent étaient le plus souvent développées dans des cadres problématiques différents, rapports sociaux de sexe, domination masculine, identité et orientation sexuelle, métier, travail du sexe, transgression de normes en matière de sexualité, stigmatisation, nouvelles questions amoureuses, surveillance policière. Cette extension du concept est rendue possible par une focalisation des analyses sur une aire géographique et sur une période historique réduite. Ce lieu et cette période focalisent des évolutions spécifiques, quelques pays où ont été institutionnalisées des unions entre personnes de même sexe, qui renforcent la légitimation des relations homosexuelles et qui n'auraient pas pu se développer sans une reconnaissance préalable de l'égalité entre hommes et femmes, à tout le moins sur le plan légal. Après le développement de l'épidémie du sida, la découverte de multithérapies, et après enfin l'avènement d'Internet et l'arrivée des applications de smartphone. La complexité de la sexualité humaine invite à rejeter, me semble-t-il, les analyses idéologiques en termes dichotomiques et de domination unilatérale pour réfléchir en termes de processus de reproduction ou de transformation des règles sociales. Le concept de sexualité négociée s'articule bien, me semble-t-il, avec le concept de subjectivation mis en avant par Michel Foucault, de préférence au concept de domination. La subjectivation laissant davantage de marge aux acteurs. Michel Foucault, dans ses derniers écrits, envisage même une possibilité d'émancipation. Résultat, selon lui, d'un rapport à soi non normatif qui résulte du choix libre et raisonnable du sujet. Il écrivait en 1984, juste avant sa mort, dans le tome 3 de son Histoire de la sexualité, ayant pour sous-titre « Le souci de soi », je cite Michel Foucault, « C'est dans la mesure où il est libre et raisonnable, et libre d'être raisonnable, que l'homme est, dans la nature, l'être qui a été commis au souci de lui-même. » Cette perspective me paraît bien adaptée pour appréhender les mutations dans l'ordre de la sexualité qui, en la matière, apparaissent dans l'Occident contemporain sous des formes différentes. Pour conclure cette première partie théorique, je tiens à souligner que le concept de sexualité négociée met aussi l'accent sur la forte perméabilité entre différentes sphères du social. Les dimensions économiques, les contraintes légales, les moyens de communication, les relations professionnelles et les relations privées. Ce concept permet d'articuler des logiques sociales à une conception de la sexualité qui est considérée tout à la fois comme centrale, périphérique et interstitielle, mais lieu de cristallisation de rapports de pouvoir et de domination, tout comme point d'aménagement d'espaces de liberté. Je vous invite maintenant à regarder certains éléments qu'il m'est apparu pertinent de vous présenter à partir de quelques cas concrets. Je présenterai d'abord une enquête par questionnaire en France menée dans les années 1990 auprès de 6182 adolescents, garçons et filles âgés de 15 à 18 ans, qui permet notamment de distinguer 3 groupes sociaux différents selon le type de scolarisation suivie. Celles et ceux qui, lors de l'enquête, sont déjà en apprentissage, qui ont donc quitté le système scolaire. Celles et ceux qui, au moment de l'enquête, sont scolarisés en lycée professionnel ou technique, et celles et ceux qui, au moment de l'enquête, sont scolarisés dans ce qu'on appelle en France la filière générale, qui conduit a priori à l'université. Alors, l'ensemble a été publié, donc vous trouverez, j'ai toutes les données que je vous présente là-dedans, l'entrée dans la sexualité, donc sous la direction de Hugues Lagrange et Brigitte Laumon. J'ai sélectionné pour vous quelques passages de cet ouvrage. À la question « Quelle est l'expérience sexuelle des adolescents âgés de 15 à 18 ans, donc en 1990 ?»
Il y a une réponse simple qui s'appuie sur un constat quantitatif. Près de 50% d'entre eux n'ont échangé que des baisers et des caresses du corps. Ils sont donc puceaux au sens que l'on donne habituellement à ce mot. Donc 50% d'entre eux ont eu des rapports génitaux. Mais ce 50-50 peut laisser penser que l'entrée dans la sexualité s'opère comme un basculement autour d'un acte résumant presque à lui seul toute la vie sexuelle qui serait le coït. C'est une erreur que met en lumière cette enquête dirigée par Hugues Lagrange et Brigitte Lemoux. Certes, l'expérience du coït implique pour les filles, d'ailleurs plus que pour les garçons, un avant et un après, mais ce moment s'inscrit dans une série qui n'existait pas au début du XXe siècle et qui ne peut se comprendre en dehors de cela. Il y a donc une gradation, ou plus exactement un triple processus. Je vais les présenter l'un après l'autre. La question des actes, la question de l'organisation en séquence, et enfin la question de l'éventuel changement de partenaire à l'adolescence. L'ensemble des pratiques sexuelles décrites dans cette étude comprend 6 éléments. Le baiser sur la bouche, les caresses du corps, les caresses manuelles du sexe, les pratiques orogénitales, le coït vaginal et la pénétration anale. La masturbation non relationnelle, la masturbation solitaire, n'est pas prise en compte parce qu'elle n'est pas considérée comme un acte relationnel. Au moment de leur 19e anniversaire, la grande majorité des jeunes avaient pratiqué le coït, mais ni les pratiques orogénitales ni la pénétration anale n'avaient alors atteint la fréquence qu'elles auront vers 20-25 ans. La description de ces configurations de pratiques chez les jeunes est inévitablement comme une photo isolée au sein d'un processus en développement, et certains adolescents qui vont pratiquer la fellation ou la pénétration anale dans les mois qui suivent le moment où ils ont répondu au questionnaire n'ont pas encore expérimenter cette pratique. Ces actes ne sont pas extérieurs à leur répertoire, mais seulement ultérieurs. Dans certains travaux, l'étude des comportements sexuels s'est inspirée des démarches de la sémiologie. Il s'intéresse au répertoire des actes considérés comme des unités élémentaires, et dans cette perspective, il est possible de mobiliser le terme de configuration d'actes, un ensemble composé d'un ou plusieurs des 6 types d'actes élémentaires que je vous ai cités. Parmi les 64 configurations d'actes sexuels possibles, 7 seulement suffisent à décrire la conduite de 90% des interviewés. Les 57 autres configurations se présentant comme une myriade de singularités qui correspondent aux pratiques d'une fraction très féminine de jeunes gens. Alors, parmi les situations les plus fréquentes, dans les années 90, de ces jeunes de 15 à 18 ans, on peut voir ceux qui n'ont eu aucune pratique sexuelle relationnelle. Rien. 10%. Ceux qui ont seulement échangé, baisé sur la bouche. 21%. Si on les ajoute à ceux qui n'ont rien fait du tout, on arrive à 31%. Ceux qui se sont embrassés sur la bouche et caressé le corps, ils sont 14%. Donc un total cumulé de 45%, près de la moitié des adolescents interrogés dans les années 90. Ceux qui ont eu des pratiques impliquant les parties génitales, avec ou sans coït, se divisent en 3 groupes majeurs. Alors ceux qui ont tout fait, à l'exception de la pénétration anale, sont 16%. Ceux qui ont tout fait, sauf les pratiques orogénitales, voire sauf la pénétration anale également, mais on notera que certains pratiquaient la pénétration anale, mais pas les caresses orogénitales. Ils sont là encore 16%. Ceux qui n'ont fait qu'embrasser et échanger les caresses génitales, ils étaient 7%. On notera que pour ces derniers, il s'agit de baisers et de caresses génitales, mais sans pénétration de type coït, ni caresses orogénitales. On note enfin qu'avant leur 19e anniversaire, une fraction non négligeable des jeunes des années 90, près de 4%, avaient essayé les 6 actes du répertoire sexuel considérés comme élémentaires dans cette enquête. Et nous atteignons un total cumulé de 88% des types de séquences. Les autres configurations d'actes sont très minoritaires, chacune moins de 2%. L'adoption de configurations plus ou moins génitalisées, plus ou moins centrées sur la pénétration, traduit les formes différentes de socialisation à la sexualité. Quels actes sexuels fait-on en premier ?
Une séquence paraissait très improbable aux chercheurs de cette enquête, mais pas impossible, commencer par les actes génitaux. Aucun des 6182 adolescents rencontrés ne l'a déclaré. Si donc, ni les pratiques orogénitales, ni le coït, ni les caresses génitales, ni la pénétration anale ne précèdent les caresses du corps et les premiers baisers, restent deux commencements possibles. D'abord les baisers sur la bouche, ou d'abord les caresses du corps. 97% avaient choisi de commencer leur vie par les baisers sur la bouche, et 3% commençaient par se peloter avant de s'embrasser. À partir de là, 4 pratiques étaient candidates pour une 3e place, le coït, les caresses du sexe, l'orogénital, la pénétration anale. Ceux qui, après avoir caressé le corps de leur partenaire, enchaînent directement sur le coït, forment un groupe non négligeable, environ 18%. Ceux qui échangent des caresses du sexe avant le coït sont plus importants, 33%. Ceux enfin qui font précéder le coït de caresses orogénitales ou de pénétration anale ne représentent à l'époque qu'environ 1%. Il y a donc chez les jeunes ayant eu des pratiques génitales une séquence très majoritaire qui prend la forme suivante: 1 baiser sur la bouche, 2 caresses du corps, 3 caresses génitales, 4 coïts, puis ou pas d'autres pratiques génitales. Vient ensuite une séquence d'importance moyenne: 1 baiser sur la bouche, 2 caresses du corps, 3 coïts, puis ensuite les caresses génitales après le coït. Puis viennent 2 séquences très minoritaires qui intègrent les caresses orogénitales avant le coït et avant les caresses génitales. On peut penser que le développement, depuis un quart de siècle, de l'accès aux scènes pornographiques par VHS, DVD puis Internet entraînerait aujourd'hui des différences notables à cet égard. La pornographie ayant contribué à populariser les caresses orogénitales, particulièrement faciles à filmer et souvent considérées comme plus esthétiques que les pénétrations vaginales ou anales. Si l'on reprend les résultats de cette enquête des années 90, on remarque que parmi les 3% qui caressaient avant d'embrasser, la structure du reste de la séquence des actes était identique à la séquence majoritaire. On note un fait important de cette enquête, qui lui confère une certaine fiabilité. Ces séquences sont décrites de la même façon parmi les filles que parmi les garçons. Autrement dit, la variable genre masculin-féminin n'influe guère sur l'ordre chronologique des pratiques sexuelles déclarées. Mais les diverses séquences ne sont pas adoptées dans les mêmes proportions par les élèves de chaque filière. Les séquences qui ne comportent aucune pratique génitale sont plus répandues parmi les lycéens de l'enseignement général que parmi les lycéens de l'enseignement professionnel, et plus fréquentes parmi ceux-ci que parmi les apprentis. De la même façon, parmi les lycéens de l'enseignement général, la séquence où le coït précède les caresses du sexe est plus rare que dans l'enseignement professionnel et chez les apprentis. Ces derniers se singularisent par leur précocité, par l'importance relative de la séquence coït d'abord, caresse génitale ensuite. Ces séquences d'actes sont révélatrices de modes d'entrée dans la sexualité variables selon la filière scolaire et professionnelle. Les parcours privilégiant le coït et la pénétration anale sont plus souvent des parcours d'apprentis, alors que des lycéens, où la phase d'échange des baisers est plus longue, incluent rarement le coït avant les caresses du sexe. Dans l'exploration de ces séquences, les lycéens de l'enseignement général se distinguent des apprentis par la place qu'ils accordent à la séquence limitée aux baisers et aux caresses du corps. On trouve dans cette phase 16% des lycéens de l'enseignement général, 13% des lycéens de l'enseignement professionnel et seulement 7% des apprentis. Par ailleurs, la séquence qui comprend les baisers, les caresses du corps et du sexe, mais pas le coït, est aussi privilégiée chez les lycéens, puisqu'elle est le fait de 7,5% des 16-18 ans contre 2,5% simplement chez les apprentis de la même tranche d'âge. Réciproquement, les apprentis intègrent tôt des séances comprenant le coït ou la pénétration anale. Ainsi, la séquence comprenant chacun des 6 actes décrits concerne 6,2% des apprentis contre 2,5% seulement des lycéens de l'enseignement général. Comme je l'ai précisé plus haut, cette enquête permet aussi de distinguer les processus selon les partenaires impliqués dans ce qu'on peut appeler des négociations vers la sexualité génitale. Les réponses à la question « changer » ou « rester avec le même partenaire » posées au cours de la transition entre 1. le premier baiser
vers les premières caresses, 2 les premières caresses du corps vers les premières pratiques génitales, caresses ou pénétration. Des limites, 4 voies de parcours. 9% des 15-18 ans empruntent la voie toujours avec le même partenaire. 9%. La voie qu'ils vont appeler A. 5% empruntent la voie B, le même partenaire, puis un second. 55% empruntent la voie C. On change de partenaire, puis on revient au premier. 30% empruntent la voie D, changer chaque fois de partenaire. La distinction de ces voies renvoie à l'âge moyen au premier baiser. Ceux qui empruntent la voie A, c'est-à-dire rester avec le même partenaire, sont ceux qui ont échangé le premier baiser le plus tardif. Dans cette cohorte, 14 ans et demi. Les autres voies sélectionnent les jeunes plus précoces au premier baiser, un peu plus de 13 ans au premier baiser pour la voie B, c'est-à-dire ceux qui ont changé une fois de partenaire, encore plus jeunes pour le premier baiser, 12 ans et demi pour ceux qui ont emprunté la voie C, c'est-à-dire on change de partenaire puis on revient au premier, et enfin, premier baiser avant 12 ans pour ceux qui ont changé chaque fois de partenaire. Ces changements de partenaire, qu'on trouve dans plus de 90% des cas, puisqu'il n'y a que 9% des cas où ils vont rester avec le même, sont autant d'occasions de nouvelles négociations qui peuvent être particulièrement délicates dans les situations de différents cursus scolaires, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient pas les mêmes pratiques, donc pas les mêmes attentes, les mêmes cadres culturels, qui est corrélé la plupart du temps avec une différence de milieu social d'origine. Je vais maintenant vous donner quelques éléments d'une petite enquête par questionnaire à laquelle j'ai moi-même participé avec une étudiante de l'université Paris-Nanterre, Lara Mailly, qui est actuellement en train de finaliser son doctorat sur un tout autre sujet. Il s'agissait d'interroger les Français sur les signes et risques de l'amour, et 4 tranches d'âge étaient interrogées, notamment la tranche 14-17 ans. C'est pour ça que je vous en parle. Il y avait 4 tranches d'âge, 14-17, 20-24, 45-49 et 65-69. L'enquête était basée sur 200 questionnaires dans 3 types d'agglomérations, grande conurbation de la région parisienne, une grande ville, une importante ville de province française et des régions rurales, un tiers. Ces résultats n'ont jamais été publiés, ils ont juste donné lieu à une communication dans un rendu des résultats dans un colloque international en Estonie, puisque le même questionnaire était passé dans 6 pays d'Europe. C'est la seconde fois donc que j'en tire quelques éléments ici pour vous. Puisqu'il est question aujourd'hui de sexualité des jeunes, voyons ce qu'ont répondu les Français en 2008-2009 au sujet de leur premier amour. Précisons d'abord que 6% des adolescents interrogés nous ont déclaré ne jamais avoir été amoureux. Je rappelle la tranche d'âge, 14-17 ans. Les enfants d'ouvriers et d'employés ont connu leur première histoire d'amour, soit très tôt, avant 14 ans, soit, puisqu'on a interrogé aussi sur les mêmes questions, leur premier amour, les tranches d'âge plus élevées, soit très tard, après 21 ans, pour les enfants d'ouvriers, alors que les enfants de cadre sont presque tous centrés sur une première histoire d'amour, 16-19 ans. Quelle que soit l'origine sociale, les 65-69 ans ont déclaré un premier amour nettement plus tard que les Français plus jeunes. Sans doute est-ce dû à la peur de tomber enceinte à une époque où les moyens de contraception n'étaient pas développés comme aujourd'hui. En ce qui concerne l'âge et les écarts d'âge au moment de la sexualité génitale, la plupart des Français interrogés ont eu pour premier partenaire sexuel une personne plus âgée qu'eux. C'était quasiment toujours le cas des filles. Alors, les garçons qui ont commencé leur vie sexuelle avant 17 ans ont eu des partenaires sexuels plus jeunes qu'eux, tandis que ceux qui l'ont commencé après 17 ans ont eu des partenaires plus âgés, avec parfois un grand écart. On a pensé que ça pouvait être parce qu'ils se sentaient en retard et ils voulaient se rassurer avec des femmes d'expérience. D'après cette enquête,
la manière d'être et l'apparence sont le principal critère d'attirance pour le premier amour. Une fois la relation amoureuse commencée, les femmes sont plus souvent intéressées par la douceur et le sens de l'humour, alors que les garçons apprécient les goûts et les passions de leur partenaire. C'est sur les bancs de l'école ou de l'université ou sur le lieu de travail que près de la moitié des personnes que nous avons interrogées ont rencontré leur premier amour. À l'exception notable des personnes de milieu ouvrier ou agricole, ces derniers, quelle que soit leur tranche d'âge, ont rencontré leur premier amour selon l'une des deux modalités spécifiques qu'on retrouve dans le groupe des 65-69 ans, d'une part au bal ou dans une soirée dansante, d'autre part par l'intermédiaire de réseaux de connaissances. On retrouve là les deux modalités traditionnelles, le bal qui permet de rencontrer des jeunes de villages voisins, le réseau de connaissances qui organise les mises en couple en fonction de critères d'intérêt familiaux, sans forcément laisser libre cours à ce qu'on appelle le sentiment amoureux. En ce qui concerne la durée de cette première histoire d'amour, celles qui ont été citées par les femmes ont duré sensiblement plus longtemps que celles qui ont été citées par les hommes. Lorsqu'elles ont parlé de leur première histoire d'amour, les femmes ont parlé de leur première relation considérée comme importante, donc ayant duré dans le temps. Les hommes, eux, ont considéré comme première histoire d'amour le premier flirt ou la première expérience sexuelle, sauf s'il s'agissait de rencontres tarifées, même si la relation a été de courte durée. Notons que nous avons observé une variation dans la durée de la première histoire d'amour selon la saison à laquelle elle a débuté. Les premières histoires d'amour commencées en été sont plus souvent brèves. Ce n'est sans doute pas une question de saison, la plupart des amours de vacances durent peu longtemps. D'autre part, les personnes qui ont rencontré leur premier amour au travail ou à l'université, sous le regard de leurs amis ou condisciples ou collègues, voient leur relation durer plus longtemps, peut-être en partie parce que les amis, les relations, les condisciples découragent le papillonnage. En France, la première histoire d'amour est rarement la dernière. 91% des premiers amours que l'on a racontés dans cette enquête des années 2008-2009 avaient pris fin. Ce qui semble converger avec la proportion dans les années 1990 des adolescents qui avaient déclaré n'avoir jamais changé de partenaire depuis le premier baiser. J'ai souligné tout à l'heure le fait intéressant que dans cette enquête de 1990 dirigée par Hugues Lagrange et Brigitte Lemont, en ce qui concerne l'ordre des séquences d'actes, il était distribué de la même façon parmi des filles et des garçons. Dans les enquêtes statistiques, on a de même des réponses similaires entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la fréquence des rapports sexuels. En France, en moyenne, 8 par mois. En revanche, on note une grande différence des mêmes hommes et femmes interrogés dans les mêmes enquêtes lorsqu'on leur demande, par exemple, le nombre de partenaires. Qu'il s'agisse de ceux au cours des 12 derniers mois ou plus encore au cours de la vie entière. La proportion de l'écart que nous avons rencontré dans les déclarations des hommes et des femmes dans cette petite enquête de 2008-2009 rejoint celle de l'enquête française nationale de 2006 « Contexte de la sexualité en France » dirigée par Nathalie Bajos et Michel Bozon. En moyenne, les femmes interrogées en France déclarent 4,5 partenaires différents tout au long de leur vie. Alors cette grande enquête nationale française, 18 à 69 ans. Et dans la même enquête, les hommes déclarent 12,9 partenaires différents, soit près de 3 fois plus. Cette enquête a concerné 12 364 personnes, selon un échantillon représentatif de la population française. Ces écarts, comme l'histoire du premier amour de sa durée, s'expliquent à partir d'entretiens socio-anthropologiques approfondis. Lorsque les hommes évoquent leur partenaire sexuel, ils ont tendance à en parler comme d'un tableau de chasse et à additionner le nombre de personnes avec qui ils ont un jour engagé des relations charnelles. A l'inverse, les mêmes études qualitatives par entretien montrent que les femmes ont tendance à privilégier une perspective qu'on pourrait dire romantique et ainsi à dissimuler les relations sexuelles qu'elles ont pu entretenir avec une personne dont elles peuvent dire que ça n'a pas compté ou c'était une erreur. Ce faisant, les femmes occultent ces relations à un double niveau. Elles les cachent à leur entourage et elles tentent à les faire disparaître de leur mémoire.
Elles sont conduites à ce type de dissimulation par la force de l'injonction qui pèse particulièrement sur les femmes de n'avoir de relations sexuelles que dans le cadre d'une relation dyadique et exclusive, c'est-à-dire que la femme ne doit être liée qu'à un seul homme et dans une relation de couple qui doit être de surcroît, surtout de nos jours, vécue de façon amoureuse. Le contrôle social sur les relations entre la sexualité et l'engagement amoureux n'est pas uniquement clivé par la différence homme-femme. Dans cette enquête de 2008-2009, nous avons posé la question: vous est-il déjà arrivé d'avoir au moins une fois des relations sexuelles pour le simple plaisir, pour un soir et sans engagement amoureux? 68% des habitants des villes de plus de 200 000 habitants ont répondu oui, contre seulement 30% des habitants des villes de moins de 10 000 habitants, où le contrôle social interpersonnel par le voisinage est plus fort. Nous avons analysé la réponse à cette question en considérant simultanément deux paramètres, le genre masculin-féminin et le diplôme, plus ou moins élevé. De façon intéressante, on remarque un croisement des effets. Pour les hommes, la proportion de ceux qui ont eu des relations sexuelles sans engagement sentimental diminue au fur et à mesure que l'on a acquis de hauts diplômes, alors que c'est l'inverse pour les femmes. Comme si l'obtention d'un diplôme, et souvent du statut social que cela implique, tendait à renforcer chez les hommes le lien entre le sexe et l'amour. Alors qu'à l'inverse, le diplôme et le statut social que cela représente pour une femme tendent à limiter la force de ce lien. Les relations extra-conjugales étaient explicitement évoquées dans ce questionnaire de 2008-2009. Un peu plus d'un tiers des personnes que nous avons rencontrées, 35% exactement, nous ont déclaré avoir déjà eu des relations extra-conjugales. Dans la mesure où en France, une part non négligeable de la population vit en relation de couple sans être mariée, nous avons distingué les situations en fonction du statut. On note peu de différences. 34% des relations extra-conjugales parmi les couples mariés, 36% parmi les couples non mariés. On pourrait donc penser que le mariage n'a guère d'influence sur ce qu'il est convenu d'appeler la fidélité, qu'il me semble préférable pour éviter les connotations morales trop fortes, d'appeler l'exclusivité sexuelle. En fait, on obtient des résultats plus distinctifs lorsqu'on observe séparément la situation des femmes et celle des hommes. Pour les couples non mariés, le 36% de moyenne se répartissent en 37% de femmes et 35% d'hommes, c'est presque la même chose. Mais, pour les couples mariés, les 35% de moyenne concernent seulement 25% des femmes, mais 44% des hommes. D'après ces analyses, tout se passe comme si le mariage agissait comme un frein en relation extra-conjugale pour les femmes et au contraire, un encouragement pour les hommes. Lorsqu'on leur demandait ce qui les attirait chez leur partenaire extra-conjugal, hommes et femmes ont répondu avant tout les relations sexuelles ainsi que la tendresse. Puis ils se sont distingués ainsi. Les hommes privilégient plus que les femmes la beauté, la jeunesse et la fougue de leur partenaire, alors que les femmes nous ont dit être davantage attirées par leur sens de l'humour, son assurance et sa profondeur spirituelle. Il y est question, dans ce colloque de négociation et de transaction, ce questionnaire de 2008-2009 envisageait que la relation extra-conjugale puisse être liée à l'argent du ou de la partenaire. Moins de 2% des personnes interrogées, hommes comme femmes, ont choisi cette réponse. On retrouve ainsi, dans la nouvelle relation que constitue cette relation extra-conjugale, la plupart des stéréotypes d'attirance féminine et masculine que je vous ai indiqués au sujet du premier amour. On remarque toutefois une différence notable entre les deux situations. Pour le premier amour, alors que pour le premier amour, l'élément le plus souvent mis en avant était l'apparence du ou de la partenaire, alors que pour les relations extra-conjugales, les personnes interrogées, hommes comme femmes, nous ont dit être avant tout intéressées par le plaisir des relations sexuelles. Voici maintenant, pour finir, une question pour laquelle l'âge se révèle un élément fortement clivant. Dans cette enquête de 2008-2009, des questions portaient sur la jalousie. Les réponses à ces questions se sont révélées quasiment identiques pour les hommes et pour les femmes. Pour les titulaires de diplômes élevés et de diplômes subalternes ou pour l'absence de diplôme. Pour les habitants de grandes villes et ceux des campagnes.
ainsi que pour les enfants de bourgeois comme pour les enfants de prolétaires. 70% de la population française déclare avoir ressenti de la jalousie. Mais, comme je vous l'ai indiqué, des différences apparaissent très nettement en fonction de l'âge. L'expression de la jalousie concerne principalement les plus jeunes. Elle diminue avec l'âge. Ainsi, pour les 14-17 ans, 86% me déclarent avoir été jaloux. Puis 82 pour les 20-24 ans, 70 pour les 45-49 et on descend à 44% pour les 65-69. Cette évolution de la jalousie en fonction de l'âge nous semble être la convergence de deux facteurs différents. Nous avons d'une part un effet de génération, et chaque génération de jeunes deviendra une génération de plus âgés. Mais d'autre part un effet de cohorte. La cohorte de ceux qui ont démarré leur vie sexuelle après la diffusion de la contraception libre, ou ceux qui l'ont démarré après l'épidémie du sida, ne connaîtront jamais la vie sexuelle de ceux qui ont commencé avec la peur que chaque rapport sexuel entraîne une grossesse. Mais ils ont connu dès l'adolescence d'autres peurs inexistantes à l'époque de leurs aînés. Et cela entraîne des effets différents sur leur façon de considérer les articulations entre les affects et la sexualité. Par ailleurs, la jalousie est un affect soumis, comme tous les affects, à des effets de mode. Il s'agissait en France d'un affect considéré volontiers comme ringard dans les années 1970 et 1980, qui devient aujourd'hui au contraire volontiers valorisé. Un magazine paraît même en France chaque mois depuis 1997 qui a pour titre « Jalouse ». En 2006, la chanteuse Émilie Loiseau faisait connaître une chanson qu'elle avait elle-même écrite qui répétait « Et oui, je suis jalouse, oui, c'est ça, tout simplement jalouse, oh oui, je suis jalouse, oui, c'est ça, tout simplement jalouse, je suis jalouse ». D'un autre côté, la tranche d'âge 65-69 ans, celle qui dit avoir le moins ressenti de jalousie, correspond à une cohorte ayant connu une modalité spécifique de rencontre, de ce qu'on appelle peut-être de façon un peu indue le premier amour. On n'était pas forcément loin, peut-être dans certains cas, de ce qu'on appellerait des mariages arrangés, où l'attachement sentimental n'est pas le caractère primordial d'une relation. L'une de mes grand-mères disait « Une honnête femme ne doit connaître qu'un seul homme dans sa vie, elle doit l'épouser et l'aimer. L'amour ne venait qu'en troisième position. D'abord l'exclusivité dyadique, puis le sacrement du mariage, et ensuite l'amour. Dans ces conditions, la jalousie a moins de place que chez les personnes plus jeunes, pour qui chaque relation porte en elle-même un risque de rupture beaucoup plus important que les relations des plus anciens. Séparation et divorce sont beaucoup plus fréquents parmi les jeunes que parmi les âgés. Rappelons que dans la littérature classique, la famille était le lieu de la sagesse, où l'on éduquait des enfants et développait des patrimoines, alors que l'amour se trouvait plutôt dans le cadre des relations impossibles, Roméo et Juliette, interdites, Tristan et Isolde, ou extra-conjugales, Madame Bovary. Je vais terminer ma communication sur ces quelques éléments qui mettent en avant la question de la jalousie, qui constitue, d'après ce que l'on croit savoir en France, un élément important des négociations entourant la sexualité parmi les jeunes d'aujourd'hui.